Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce 26e numéro du Monceau Catch qui va faire la part belle évidemment à l'Elimination Chamber Perth qui va donc avoir lieu samedi prochain à un horaire très particulier. Donc il faudra faire attention à ne pas se faire avoir, hein, ce n'est pas la nuit, hein. Nous serons en Australie donc ça va être le matin pour nous, horaire très très particulier et rare. On va donc développer tout ça hein, dans cette vidéo. Le titre est peut-être un peu provoquant, hein, une perte de temps hein, avec ce petit jeu de mots bien pourri comme j'aime bien le faire. Mais c'est vrai que quand on regarde les matchs qui ont été officialisés et probablement les seuls, hein, je pense pas qu'il y en aura d'autres. On se demande même où est le suspense dans tout ça, quoi. Et c'est souvent le problème des pay-per-view de février. Hein, et très souvent le Chamber et à l'époque il y avait même le pay-per-view de mars qui était encore pire, hein, souvent Fastlane notamment, où on avait vraiment pas beaucoup de suspense vu que Mania approchait et que bon les champions restaient les champions prévus, voilà, il restait juste quoi à déterminer quelques challengers, mais globalement bon. On se doutait déjà, vu comment les choses étaient buildées, on se doutait déjà de qui allait gagner, quoi. Et là c'est pareil en fait. Là franchement, alors évidemment je vais le regarder ce pay-per-view, hein, c'est pas le problème. Je veux dire, faut pas s'attendre non plus à des grandes surprises, quoi. C'est pas le pay-per-view des surprises hein, auxquelles il va falloir s'attendre. Enfin, je peux me tromper, hein, mais on verra lors de ma review. Hein, si je suis surpris, je vous le dirai. Voilà, on va décortiquer les matchs. Mais pour moi, je suis pas, je vois rien d'exceptionnel se passer hein, en termes de résultats. Voilà donc pour cette courte intro. Du coup, je vais vous montrer mon sommaire hein, qui va être assez court hein, comme d'habitude. Voici le sommaire, donc les pronostics d'Elimination Chamber Perth, et on terminera comme d'habitude avec le top 5 des matchs que j'ai préférés lors des 4 dernières semaines depuis mon précédent Monceau Catch. Pas forcément le plus difficile des top 5 que j'ai eu à faire. Je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé pour moi c'était le top 5 s'est fait assez naturellement et j'ai pas eu trop de doutes à faire ma sélection, même s'il y en avait d'autres, hein, toujours, hein, dont il fallait aussi prendre compte, mais voilà, les 5 pour moi ils se dégageaient bien. Voilà, donc on va tout de suite passer donc au gros morceau de cette vidéo, à savoir les pronostics d'Elimination Chamber. On va commencer déjà par le poster, hein, alors pas celui avec la tête de Rhea Ripley hein, qu'on a aussi vu circuler, mais on va dire un autre poster. Le voici le poster avec un peu plus collectif, hein. Donc avec on peut le souligner hein, pour le coup, hein, ça n'arrive pas toujours, mais tous les visages que l'on voit sur ce poster seront présents lors du show. Pas nécessairement d'ailleurs pour catcher, hein, on va en parler juste après, mais en tout cas toutes ces personnes là on va les voir. Voilà, donc rien d'autre à dire en termes je dirais d'analyse du poster. Allez, on va commencer tout de suite par non pas un match mais c'est un segment qui a été annoncé, à savoir le Grayson Waller Effect. Donc Grayson Waller qui accueillera Cody Rhodes et Seth Rollins, donc verra du Star Power. C'est vrai que pour l'instant, à part Rhea Ripley, il n'y avait pas d'autres Australiens prévus dans ce pay-per-view, donc c'était un peu léger, je trouve. Et donc, voilà, ils ont trouvé le moyen avec Grayson Waller d'en ajouter un autre sans trop se fouler, hein, puisque là, voilà, ce sera juste un petit segment, mais qui aura quand même je pense, de l'intérêt, puisque ils vont revenir, je pense, assez largement sur tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Il s'en est passé quand même pas mal de choses hein, avec ce petit numéro de la part de la VVE qui s'est bien joué de nous, hein, qui ont essayé, dirons-nous, d'éviter d'aller dans la facilité de la ligne droite et qui ont pris un malin plaisir à nous faire passer par une petite route détournée, tout ça pour revenir finalement au point de départ, hein. On s'est un peu rallongé, mais on est revenu finalement dans le droit chemin. Voilà, bon, c'est vrai que voilà, d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'étais très énervé par la fin du SmackDown qui a suivi le Royal Rumble,
qui ne faisait strictement aucun sens, et j'ai réagi de la même façon, hein. J'ai fait partie entre guillemets des Cody Crybabies, hein, je dois le reconnaître, et je trouvais que c'était complètement débile, ça n'avait aucun sens de voir le Rock lui passer devant comme ça, et de voir Cody qui gagne le Rumble en s'effaçant devant le Rock, j'ai fait partie de ceux qui ont détruit ce SmackDown là, hein. Sur Cage Match il s'est pris un quoi, à peu près 1,5 de moyenne, et même s'il était pas mauvais en soi, ce SmackDown, la fin a quand même largement gâché les choses. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'était pas du tout une direction attendue. Surtout lorsqu'on a vu que Cody, dès la fin du Rumble, hein, dès qu'il l'avait gagné, bah il a tout de suite désigné Reigns, quoi. On l'a bien vu, c'était clair. Et puis bon, bah voilà, ils ont un peu changé fusil d'épaule. Alors c'est vrai qu'on sait pas tout à fait vraiment quand est-ce qu'ils ont pris cette décision de nous worker comme ça. Est-ce qu'ils l'avaient déjà en tête avant le Rumble, juste après, ou est-ce que ça s'est passé seulement après toutes ces réactions des fans suite au segment donc avec le Rock, avec le mouvement We Want Cody. Est-ce que c'est là qu'ils ont changé leur fusil d'épaule? C'est difficile d'évaluer ça, mais en tout cas il semble qu'il y a quand même quelque chose d'assez organique, hein, qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Daniel Bryan il y a 10 ans, hein, pour WrestleMania 30, où finalement on a laissé parler les fans, et on a fait on a changé un petit peu les plans, hein, voilà, parce que c'est vrai que il semblerait que donc Cody était parti pour affronter Rollins, et que le Rock était vraiment prévu pour affronter Reigns, hein, en tout cas selon les rumeurs, et bon bah le public en a décidé autrement. Il voulait en tout cas que Cody finisse son histoire en affrontant Reigns une seconde fois, pour enfin finir son histoire et prendre le titre. C'est même pas, enfin, le terme de crybaby, je le trouve un peu exagéré, parce que c'est même pas de chouiner en fait, c'est juste que c'est la logique et que c'est ce que la WWE nous a montré, et c'est comme ça que ça a été construit, et ça fait un an que c'est construit comme ça, et même deux si on parle vraiment du point de départ avec Cody, qui nous a, après son retour, qui nous a parlé de son histoire, mais par rapport à son histoire avec Reigns, ça fait un an. Et cette déconvenue, cette déception de Mania 39, ils n'ont pas voulu lui donner tout de suite le titre, et ils ont voulu le faire passer par une année d'attente, faite de haut et de bas, avec des obstacles à franchir, et à nouveau un Rumble gagné, et voilà, cette fois-ci ça y est. Donc c'est pas, pour moi c'est pas chouiné en fait, c'est juste que c'est ce qu'on nous a montré. Quand c'est la logique, bah oui, qu'on nous détourne de cette logique, bah je suis désolé, oui, il y a de quoi gueuler. Et moi j'ai gueulé en fait. J'étais même pas loin, j'avoue, de faire une vidéo spéciale une fois qu'on a vu ce segment de SmackDown post-Rumble. Bon, j'ai bien fait de pas la faire parce que je serais passé pour un idiot, puisque du coup je me serais fait complètement worker, et voilà. Donc heureusement je l'ai pas faite, mais j'avoue que voilà, j'étais assez énervé par ce qui s'est passé. Cela étant, tout n'est pas à pardonner, parce que il y a encore des zones d'ombre, il y a des choses que je trouve un peu incohérentes. Quand Cody dit à Reigns, voilà, je veux toujours ton titre, mais pas à WrestleMania, que j'ai pris conseil auprès de plusieurs personnes, dont une que tu connais bien, Roman, et c'est là que le Rock arrive, et qu'il y a donc ce câlin entre Cody et le Rock, et Cody qui a l'air d'avoir une tête un peu déçu là, et qui s'en va. Je suis désolé, mais il y a des zones d'ombre, c'est-à-dire que quand tu gagnes le Rumble, que tu veux finir ton histoire, donc finir son histoire, c'est Reigns, c'est pas Rollins. C'est donc, la décision elle est simple, et c'est ce qu'il a fait. Il gagne le Rumble, il désigne Reigns spontanément, donc son choix est clair. Et là on en arrive à dire non, en fait je veux toujours ton titre, je veux toujours t'affronter, mais pas Mania, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Déjà c'est une première chose, et c'est facile pour le Rock. On ne sait même pas ce que le Rock lui a dit pour qu'il change d'avis à ce moment-là. On ne sait pas ce qui s'est dit. Donc, alors évidemment, bon, il y a eu cette petite pirouette, la fameuse conférence de presse
où Cody change d'avis en dépit de ce qu'a dit Rollins à Raw, en lui disant voilà que c'est pas ce titre-là qu'il faut viser, mais son propre titre à lui, à Rollins, parce que c'est plus le titre qui symbolise celui de son père, qui symbolise celui des légendes comme Bruno Sammartino, comme Terry Funk, comme Ric Flair, ou même Harley Race, qu'il n'avait pas cité, mais qui aurait pu être aussi l'un des modèles qu'il aurait pu citer aussi. Voilà, il aurait pu le convaincre avec ça. Et malgré tout, il revient quand même sur cette décision-là et il dit finalement bah, à la conf de presse, je choisis Reigns. Bon, il y a eu cette petite pirouette. Voilà, bon, on s'est bien fait avoir, mais bon, heureusement, on reste là-dessus et c'est tant mieux. C'est ce qu'il faut. Maintenant, on y va tout droit. Là, le décor est planté et voilà, on va terminer l'histoire Mania. C'est ce que je disais. Faut pas aller au-delà. Faut pas aller au-delà. Voilà, je développerai ça plus en détail lors de la vidéo pronostic de Mania en fin mars. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup plus logique. Et donc, bah, il y a eu quand même cette alliance qui n'était pas forcément les plus évidentes entre Rollins et Cody. Rollins qui se propose ses services, on va dire, pour l'aider. Et il dit à Cody, bah, tu ne peux pas se combattre et mener cette bataille seul. Donc moi je suis là. Voilà, c'est assez étonnant parce que bon, on sait quand même que ces deux-là, ils sont beaucoup dit qu'ils s'aimaient pas. Il faut pas remonter à bien loin. Il suffit de voir le build-up du War Games. Voilà, l'idée c'était de se dire voilà, on met nos différents côtés juste pour un soir. Voilà, le reste de l'année, pas de souci, mais voilà, là, on se met ensemble juste pour un soir, et voilà, donc on sentait que c'était quand même encore tendu, donc bon, voilà, là maintenant on fait alliance, c'est étonnant, et bah maintenant on se demande de plus en plus, et on n'est pas loin de le penser que ça va se passer. Bah, on se demande s'il va pas y avoir donc ce fameux 2 contre 2 avec un Star Power x 1000 entre Reigns et le Rock d'un côté et Cody et Rollins de l'autre, quoi. Surtout qu'on l'a vu, voilà, on l'a bien vu déjà lors de la fin de la conf de presse comment ça s'est passé. Il y a eu ce segment avec Rollins qui s'allie donc avec Cody, ça y est, il propose son aide, donc ça y est, là on le sent venir ce 2 contre 2 et bah on se demande de plus en plus si ça va pas avoir lieu lors de la nuit 1 de Mania, ce qui serait assez étonnant puisque ça veut dire que qu'on aurait du coup les deux champions, Rollins et Reigns, qui auraient 2 matchs à Mania, donc dans 2 soirs différents, forcément, et que du coup, bah, on aurait notamment Reigns, c'est étonnant, mais Reigns qui combattrait 2 fois. Le samedi et le dimanche, ce qui est pas dans ses habitudes, bah, du coup un Cody aussi qui va devoir aussi charbonner, 2 matchs aussi, un le samedi et un le dimanche. Rollins pareil, voilà, il y a que le Rock qui en aurait qu'un seul. Bon, en tag, c'est pas plus mal parce que bon, on a vu que c'est pas non plus, il a pas catché depuis très longtemps et puis moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était d'avoir ce Rock Reigns en 1 contre 1, parce que quand on a vu le segment, je me rappelle où il y a eu une petite interaction physique avec Jinder Mahal là. Voilà, qui a duré quelques secondes, et après il a repris le micro et il était il est complètement essoufflé, quoi. Et c'est ça qui m'a inquiété en fait. Alors je ne doute pas qu'il va arriver ce Reigns Rock, à un moment donné. Ça sera peut-être à SummerSlam, ça sera peut-être Mania 41, j'en sais rien. Mais on sent que c'est déjà bien parti pour qu'il ait lieu. On verra si c'est avec un Reigns face, un Rock heel ou inversement, on sait pas encore. Mais en tout cas, bon. Je suis pas des plus hypés par la perspective d'un Reigns Rock. In ring, ça va être très très compliqué. En dépit du Star Power qu'il y a autour de ce match. Ça, il est évident, il est indéniable. Mais alors, la qualité in ring, c'est une autre chose. Par contre, un pronostic que j'avais envie de faire, que je me suis dit, je verrais bien le Cody Reigns de Mania avec un Rock qui serait arbitre spécial, un special guest referee du match, voire enforcer. Bon, mais bon, c'est ce qui se passe dès qu'on est enforcer, bah, ça veut dire qu'on va être à un moment donné amené à intervenir comme arbitre officiel, c'est toujours pareil. Donc autant mettre un special guest referee directement, ce qui permettrait de mettre un peu le doute
de se dire ah mince, là le Rock il va pas être impartial forcément. Ça rappellera un petit peu la situation entre Austin et Michaels avec Mike Tyson qui était au milieu de tout ça en tant qu'arbitre. Voilà, ça peut rappeler un peu ça. Et puis le twist à la fin. Voilà, ça pourrait être une idée. Je serais pas étonné que le Rock soit arbitre spécial donc lors de cet énorme mini-event de la nuit 2 de Mania, donc entre Cody et Reigns. Comme ça, tous les acteurs seraient là. Rollins pourrait intervenir aussi d'ailleurs. Et voilà, on va finir en apothéose ce WrestleMania. Hein. Voilà, donc c'est un peu le contexte qui entoure tout ça et ce Golden Roller Effect qui va mener. Alors, est-ce qu'il y aura un match, un impromptu? J'y crois pas trop. Solo Sikoa et Jimmy Uso qui pourraient peut-être venir voilà, de faire coucou, avoir une petite interaction. Je pense pas que le Rock sera là. Reigns, il est pas prévu non plus, donc on peut les oublier. Mais Solo, Jimmy, pourquoi pas. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense que ça sera peut-être plus du coup pour que Waller en prenne plein la gueule. Voir aussi une théorie qui pourrait aussi se pointer. Peut-être faire un 2 contre 2 impromptu aussi, hein, peut-être, puisque Théorie et Waller maintenant ils sont quand même souvent associés. On sait jamais. Et puis voilà, vu comment Théorie est apprécié, on va dire, par Triple H, hein, ça sera encore un moyen de l'enterrer une fois de plus. Hein. Ça pourrait être aussi une idée de faire ce 2 contre 2 impromptu, qui évidemment va être à sens unique. Maintenant, à voir comment le public australien va réagir, parce que Waller, évidemment, bon, bah, c'est un heel naturel, mais en Australie, comment il sera accueilli? Est-ce qu'il sera pas finalement très acclamé? Comment il va être finalement reçu par rapport à deux super babyface comme Rollins et Cody? Ça va être intéressant. Est-ce qu'il sera quand même malgré tout dans le rôle du heel? Je pense il le restera. Hein. Il suffira là juste qu'il balance les punchlines qui vont bien juste pour la hit. Et voilà, ça passera. Le public hurra Waller, bien qu'il soit australien. Hein. Ça passera facilement. Hein. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin dans l'analyse. Hein. Ça reste un segment. On verra bien ce qui se passera. Je reviendrai dessus lors de ma review, même si c'est pas un match, parce que c'est quand même quelque chose d'important et on sera quand même sur un gros segment qui quand même concerne à la fois le main event de la nuit 1 et celui de la nuit 2, hein, parce que voilà, on s'en doute que ça va concerner les deux main events. Donc voilà, je vais pas aller plus loin que ça et on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a du star power, il y aura de la hit et puis le public va popper. Voilà, faudra bien placer ce segment. Hein. Faudra pas le mettre au début, je pense, mais faudra, je pense, le mettre au milieu à peu près. Je mettrais bien moi entre le match 2 et le match 3. Voilà, vraiment pile au milieu du show. Voilà, on va passer maintenant aux 4 matchs qui ont été annoncés. Je pense qu'on peut en rester là. Il n'y en aura pas d'autres, je pense. Ça sera le format Royal Rumble en fin de compte. Hein. Et puis comme les Chamber matchs sont plutôt longs en général, hein, on sera autour de la demi-heure. Ça fera le taf. Hein. Et puis le segment en question, Grayson Waller Effect, peut aussi durer. Hein. Faut pas qu'il dure trop longtemps non plus. Hein. Faudrait pas qu'il excède de 10 minutes, je dirais, hein, du début à la fin. Voilà, donc on va commencer par le premier match, hein, elle est plus ou moins par d'importance, à savoir le match tag, comptant pour les titres donc tag undisputed, à savoir Balor, Priest, hein, évidemment représentant le Judgment Day, face à Pete Dunne et Tyler Bate. Les New Catch Republic, hein, ça y est, c'est le nom qui a été donné, que Tyler Bate a donné à SmackDown, là ça y est, le nom de leur équipe, New Catch Republic, va falloir s'y faire. C'est à nouveau un petit cadeau de Triple H, hein, comme je le dis souvent, il aime donner des cadeaux à chacun des membres de son roster, et il les fait tourner, voilà, chacun a le droit à son petit moment. Faut être patient, mais à un moment donné, ça paye. Chacun a son moment et cette fois-ci c'est leur tour. Ils ont gagné un tournoi hein, avec des Fatal 4-Way de côté de SmackDown, du côté d'Euro, avec deux vainqueurs à l'arrivée. On a eu donc cette finale entre New Catch Republic et DIY. Et j'étais pas surpris du vainqueur, puisque DIY avait déjà eu sa chance il y a pas longtemps. Donc j'étais
plutôt parti pour une victoire des Anglais, hein, puis ça, voilà, puis ça rappelle cette petite connexion avec le Commonwealth, hein, avec l'Australie, donc je me suis dit voilà, ils vont faire gagner les Britanniques. Voilà, donc bah l'affiche est plutôt pas mal, l'affiche est sympa, ça va donner un bon match. J'ai pas d'inquiétude particulière vis-à-vis de ce match. La seule inquiétude que j'ai, enfin inquiétude, disons, bah, je rejoins à ce moment-là ce que je disais lors de mon intro, c'est bah, le manque de suspense criant, quoi. Je vois pas du tout de danger pour Balor et Priest. Pete Dunne et Tyler Bate ne sont pas du tout construits comme une menace. En plus, ils sont pas dans le même roster. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas trop d'interaction. Bate et Dunne, on les a pas vus du côté de Raw. Essayer au moins, pour essayer au moins de construire le truc, donner être menaçant, quoi, et prévenir Balor et Priest, leur dire attention, voilà, attention, on est dangereux, attention, hein. Ça a été dit un peu à l'oral, mais de la part du Judgment Day lui-même, quoi, il n'y a pas eu d'interaction physique, hein. Voilà, ils sont pas passés du côté de Raw, quoi, Dunne et Bate. Alors il reste encore un Raw, ce sera peut-être l'occasion de le faire justement, histoire d'y croire un minimum, quoi. Mais je vois pas de menace, quoi. Et puis bah l'approche de Mania maintenant fait que les choses ne peuvent plus bouger, quoi. Donc Priest et Balor vont gagner. Conservation des titres concernant le pronostic. Je vois pas autre chose. Mais c'est bien, ça va être un bon match, ça va être disputé. Les Britanniques vont être, je pense, bien soutenus. Ça va bien catcher, quoi. Bon, y a rien à dire. Et puis Dunne est de retour, hein, fini Butch, hein, c'était l'un des derniers vestiges de Vince, hein, qui disparaît. Voilà, donc ça fait plaisir de revoir Pete Dunne comme on l'a apprécié dans le passé, même si Butch était quand même pas très loin, hein, ces derniers temps de ce qu'était Pete Dunne. Voilà, donc ça va être un bon match, mais je vois pas autre chose. Ouais, pas forcément besoin d'une intervention de Dominique, encore moins de Rhea, hein, qui n'aura pas besoin d'être là, puis elle aura déjà d'autres choses à faire. Alors, elle aura un match à préparer. Voilà, je vois pas autre chose. J'ai pas forcément beaucoup d'arguments, j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire dans les à côté, dans ce qui pourrait se passer. Ça sera juste nous offrir un bon match et ça va être des adversaires, je dirais, de transition. Pour moi, c'est les Anglais. Je ne vois pas autre chose. Et ce match pourrait tout à fait avoir lieu. Alors non pas en opener parce que je pense que les deux chamber match vont ouvrir et clôturer le show. Donc ce match je le verrai bien en numéro 2. Voilà, je le verrai bien en numéro 2 le Jax replay en numéro 3. Je le verrai bien comme ça. Voilà, en tout cas, on va plutôt passer un bon moment lors de ce match, il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer maintenant au match suivant. Voilà, ben j'en ai parlé juste tout à l'heure. Il s'agit de Rhea Ripley donc contre Nia Jax, hein, pour le titre Women's Championship détenu par Rhea Ripley, bien sûr, du côté de Raw. Bah ça y est, on l'a enfin, hein, on le sentait venir, ce match qui était très protégé entre Jax et Ripley. Ça se foutait sur la gueule, ça devenait de plus en plus tendu entre les deux. On a une Jax qui a été quand même plutôt bien construite, qui a pas perdu en 1 contre 1 depuis qu'elle est de retour, et qui évidemment son fait notable, c'est d'avoir quand même battu Becky Lynch lors de Day One, hein, le show du Raw du 1er janvier. Voilà, bon bah elle reste une menace. Elle était dans le Rumble, bon elle a pas gagné le Rumble, mais ça restait quand même quelqu'un de dangereuse, qui a été plutôt bien, je dirais, construite, plutôt bien bookée depuis qu'elle est de retour, en dépit, voilà, de tout, on va dire, de ses qualités in ring qui sont toujours évidemment discutables. Mais en tout cas, le personnage, je dirais, est plutôt convaincant dans la mesure où il arrive à provoquer de la hit. Et quand un heel ou une heel arrive à provoquer de la hit, c'est que le boulot est fait, quoi. Donc on peut pas lui reprocher ça, quoi. Donc la machine à hit, elle est plutôt là, on la sent. Donc le boulot est fait. Le in-ring, bon, il reste ce qu'il est, hein. Mais bon, voilà, contre Becky, le match était pas dégueu. Il était pas dégueu, c'est peut-être même son meilleur depuis un bon moment. Donc en termes de qualité, je dirais, bon, on verra, hein, mais je pense que ça peut donner un match décent. Alors peut-être que Ripley, c'est en termes de qualité pure in-ring, c'est un peu en dessous, je dirais, de Becky, mais
mais elle a la force Ripley, elle peut faire quelque chose d'assez impressionnant, elle peut soulever son adversaire sans problème, elle pourra même porter un Riptide, hein, elle l'a déjà fait sur Jax d'ailleurs. Je pense qu'elle va amener ce côté un peu plus spectaculaire en soulevant Jax comme par exemple Cargill l'a pu le faire au Rumble, ça provoque toujours des réactions ce genre de choses. On aura, je pense en plus les petits éléments nécessaires en termes de, je dirais d'envie d'en découdre, hein, comme on l'a pu le voir dans le build-up. Parce que ça s'est beaucoup tourné autour. Il y a eu des confrontations physiques dans les différents rows. Et là, maintenant, bon, le match a lieu, voilà. Et évidemment, bon, bah là, Rhea Ripley va arriver en énorme babyface, là. Hein. Elle est dans son pays. Et l'accueil va être incroyable. Incroyable. Là, ça va être un des grands moments de ce show. Elle est sur l'affiche. C'est la star du show, j'ai envie de dire. Hein. Ça va beaucoup tourner autour d'elle. Et évidemment, bah, quand on voit d'ailleurs le logo du Chamber, d'ailleurs, hein, on voit comme par hasard que il représente les couleurs du Judgment Day. Hein. Donc bon, voilà, et que comme par hasard les titres de Balor Priest sont défendus aussi et Ripley aussi quoi. Donc voilà, c'est le Judgment Day va être bien présent dans ce show avec donc ce logo à leur couleur. Donc bah d'ailleurs bah le pronostic il va aller dans le même sens, c'est-à-dire aussi une victoire du Judgment Day quoi, qui pour moi va tout gagner. Conservation de la part de Ripley. Est-ce que franchement ça va vous étonner que je vous dise ça quoi? C'est gagné d'avance quoi. Maintenant le tout c'est peut-être de savoir comment ça va être fait. Est-ce qu'il y aura quand même une protection? Je pense que oui, il faudra une protection dans la défaite, mais je pense que ça va être clean quand même. Mais on peut quand même donner une défaite à Jax, hein, ça sera sa première en 1 contre 1 depuis son retour, mais je pense qu'on peut le faire de façon protégée, mais pas que ce soit bâclé avec pas des pieds dans les cordes ou quelque chose comme ça, ou pas un roll-up de merde. J'espère autre chose qu'un roll-up quoi. Voilà, j'espère même un Riptide. Alors même si elle aura peut-être un peu elle l'a déjà fait. Je crois que de tête, de mémoire, c'était le Riptide qu'elle avait fait était voilà un peu laborieux. Après c'est Jack, c'est pas facile, hein, faut le reconnaître. Mais je pense elle va en refaire un. En espérant qu'il soit mieux fait, et si elle arrive à le faire, bon ben voilà, ça sera déjà, il n'y aura rien de déshonorant à perdre sur un Riptide, hein, vu que c'est un move quand même qui est plutôt bien protégé. Du haut de la troisième corde, j'y crois pas trop, là ça serait quand même très compliqué, de la même façon qu'elle avait pris le titre à Charlotte, là j'y crois pas trop quand même. Mais au milieu du ring ça suffira. Après un match je dirais de longue haleine, où les deux seront bien foutus sur la gueule. Voilà, ça peut être de 10-12 minutes, ça suffira quoi, ça sera. Et puis le public sera content, il aura son feel good moment, elle pourra bien profiter de son public en montrant la ceinture. Voilà, c'est une des chouchoutes de Triple H, donc y a rien à espérer pour Jax quoi. Et puis évidemment, bon bah il y a un Chamber aussi dans la même soirée où bah la gagnante affrontera justement la championne à Mania. Et bah on a vu comment c'est construit quoi. Donc on voit très bien que Becky Lynch est aussi largement buildée comme étant la prochaine challengeuse de Rhea. Donc vont pas nous refaire un rematch entre Jax et Becky quoi. À Mania, non, c'est pas ce qui nous attend. Victoire de Rhea Ripley, cela ne fait absolument aucun doute, on aura probablement le match contre Becky à Mania. C'est comme ça que c'est prévu, c'est comme ça qu'on nous le raconte, et rien d'autre à dire quoi. La qualité du match, bon, elle sera ce qu'elle sera. Ça sera à mon avis le moins bon match de la soirée, mais bon, voilà, l'essentiel sera ailleurs. Je pense que ce sera surtout l'ambiance, ce sera quand même l'entrée de Rhea, je pense qu'il va être hyper popé, ça va être quand même assez incroyable. Et puis bah là Jax, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire de son côté pour s'attirer de la hit, hein. Il suffira juste qu'elle entre sur le ring, et là ça va être la bronca monumentale quoi. Voilà, bah, on va passer maintenant aux deux gros morceaux de la soirée. Le premier, à savoir l'Elimination Chamber féminin, donc où il manque encore une participante. Les qualifiés déjà, il y a Naomi, Liv Morgan, Becky Lynch, Bianca Belair et Tiffany Stratton. Donc
À l'image des hommes, on peut dire quand même qu'ils ont plutôt misé sur du star power, sur des noms connus, des valeurs sûres, je dirais, du main roster, avec quand même aussi un élément d'avenir en la personne de Stratton, qui vient d'être call-up dans le main roster du côté SmackDown, donc ça va être une bonne acquisition. Elle a fait aussi une plutôt bonne prestation lors du Rumble, elle va apporter ses qualités athlétiques, donc ça va être justement elle, je pense, qui va aussi amener ça, ce côté un peu flashy lors de ce match du Chamber, qui a souvent son élément un peu spotter, à l'image de Montez Ford par exemple l'année dernière, quelqu'un qui va amener un peu voilà des manœuvres de haut vol, et je pense que Tiffany Stratton est complètement là pour faire ça, et puis pour impressionner, et puis pour montrer ses qualités, quoi, parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas encore bien. Et on peut tout à fait imaginer des Swanton Bombs, des Moonsault par exemple, du haut d'un pod. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer de sa part. Voilà, bon, il y a un petit imprévu, c'est la blessure de Shotzi, qui était prévue normalement pour affronter Stratton, mais elle s'est blessée en affrontant l'Iral Valkyria pour son titre NXT, dans un match qui a été enregistré cette semaine et qu'on va voir seulement ce mardi. Et encore, non, visiblement, on va même pas le voir ce mardi, parce que avec cette blessure, ils vont trouver un autre moyen. Je crois qu'ils vont même pas le diffuser ce match et qu'on va avoir autre chose à la place, si j'ai bien compris. Du coup, bon, les plans ont changé, et on a eu finalement Naomi qui a affronté Alba Fire et Stratton qui a battu Zelina Vega. Bon, fort heureusement, ça n'a rien changé, hein, puisque Shotzi n'était pas prévu pour se qualifier, et on aurait de toute façon eu Naomi et Stratton, hein, ça ne fait pas de doute. Donc le plateau est plutôt intéressant, et il y a quand même ce dernier mystère finalement, c'est cette 6e participante. Alors, on a pu lire qu'il y avait quand même cette rumeur ou cette tentation selon laquelle Jade Cargill était prévue pour être cette 6e participante, qui va être déterminée à Raw, hein, dans une bataille royale, une Last Chance Battle Royale, entre toutes celles qui ont perdu. J'avais parlé de Zelina Vega et d'Alba Fire, mais il y aura aussi Michin, et il y aura Zoe Stark, il y aura Shayna Baszler. Voilà, donc ça c'est les 5 perdantes. Et puis il y en aura d'autres, parce qu'évidemment on va pas faire une bataille royale entre 5 filles, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, autant faire un gauntlet match ou un 5-pack challenge. Non, il y aura d'autres filles, hein. On a vu déjà que des filles comme Indy Hartwell et Candice LeRae étaient intéressées. Chelsea Green s'est plaint, comme souvent, auprès d'Adam Pearce pour faire partie du match, donc on sait très bien qu'il y aura d'autres filles. Le seul truc que je trouve pas très cohérent dans l'affaire, et même injuste, c'est que des filles vont avoir une 2e chance, donc 5 filles, tandis que d'autres n'en auront eu qu'une seule, quoi. Donc et puis il n'y a pas vraiment de justificatif. Pourquoi Scalba Fire par exemple va avoir 2 chances, pourquoi est-ce que Zoe Stark, Shayna Baszler vont avoir 2 chances, pourquoi Michin va avoir 2 chances, pourquoi Zelina Vega va avoir 2 chances, enfin voilà, et alors que d'autres, les autres vont avoir qu'une seule chance. Bon voilà, c'est ça que je trouve pas très logique et pas très juste d'un point de vue purement sportif. Bref, en tout cas, il y a la tentation de Jade Cargill, que j'ai vu beaucoup fleurir. Maintenant, je sais pas si c'est vrai, ça reste à prendre avec des pincettes. Maintenant, si on doit le prendre au sérieux, si on doit prendre cette rumeur au sérieux, je fais partie évidemment de ceux qui ne sont pas d'accord, absolument pas même, parce que c'est trop risqué, et c'est surtout pas un cadeau à lui faire à Jade Cargill que de la mettre dans un chamber match. C'est bien trop tôt. Elle n'a pas l'expérience nécessaire. On a bien vu que déjà que ses débuts ont été quand même laborieux. Enfin, en tout cas, ils ont mis du temps à intervenir parce qu'elle n'était pas prête. On l'a bien senti. Il y a eu peut-être aussi d'autres problèmes personnels, mais on a senti quand même qu'il y avait eu un retard à l'allumage, et que le Rumble, comme je l'avais dit, c'était le moment parfait pour la faire débuter. Et on l'a vu, ça a été plutôt réussi, et ça a fonctionné, ça a provoqué des réactions. Donc le Rumble c'était très bien, mais un Chamber c'est quand même un match assez dangereux. Et là c'est un vrai match, quoi. C'est pas le Rumble qui est un match assez particulier. Là c'est un vrai match, et tu mets pas Cargill dans un premier match, son premier vrai match on va dire, dans un Chamber, quoi. C'est beaucoup trop risqué. Et en plus,
l'argument, je dirais même principal, bah comme c'est pas elle, on le sait très bien, qui va être amenée à gagner le match, bah ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne le pin ou la soumission. Faut qu'elle perde. Est-ce que c'est franchement une bonne idée de déjà faire perdre Cargill, quoi? Non, bien sûr que non. On peut pas. Alors à moins qu'il trouve un angle de blessure ou un truc un peu à la Bobby Lashley comme on a pu le voir. Pour cacher une blessure genre elle fonce dans le tas, elle veut foncer sur Belair et puis elle se prend le pod et puis là on voit il y a les médecins qui arrivent, ah merde elle s'est blessée et puis on l'évacue, voilà comme ça elle prend pas le pin et voilà ça la protège dans la défaite, mais admettons qu'on fasse ça et que ce soit un work, hein. Comment tu vends derrière après un éventuel match de Cargill à Mania? Tu vas la faire s'absenter pendant combien de temps? Tu vas pas faire un build-up avec une fille qui est blessée pendant X temps. Enfin, non, c'est pas bon, c'est pas du bon booking. Donc pour moi, le plus simple à faire, c'est de ne pas la mettre dans ce match. C'est clair, net et précis. Bah justement, tu peux la mettre face à Belair, comme on a pu avoir le teasing au Rumble. Tu la mets dans un programme face à Belair, ça sera très bien comme ça. Pour le coup, je trouve que ce qu'ils avaient fait à la EW avec elle, c'était plutôt pas mal, du moins. Alors ça a duré trop longtemps à mon goût, mais ce qu'ils avaient commencé à faire et qu'ils ont fait un peu trop longtemps, c'était les squash de jobbers, façon Vince un petit peu, hein, comme il aimait bien faire. Je pense que ça peut être une bonne idée dans un premier temps. Tu l'as fait squasher quelques jobbers pendant 3-4 semaines, pas plus que ça. Dans le post-chamber, hein, vraiment dans le build-up vers Mania, tu l'as fait squasher quelques jobbers, et là à ce moment-là, tu commences à lui mettre Belair dans les pattes, et puis là voilà, tu lances le truc. Ça peut être une idée, mais en tout cas pour moi, je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas l'avoir en 6ème participante, et pour moi c'est une grosse erreur s'ils le font. C'est pas une bonne idée, et je pense. Alors bon, maintenant quand on voit le plateau, il y a quand même 3 filles du côté de SmackDown et 2 filles du côté de Raw. Donc si on a envie de se dire bon, bah, si on a envie de jouer sur la parité, bah c'est une fille de Raw qui sera la dernière participante, quoi. Enfin moi j'ai envie de penser que c'est ça, que ce sera ça. Moi j'aurais deux idées, soit Piper Niven. Parce que voilà, elle est impressionnante, elle a fait un très bon Rumble. Ça peut être peut-être cette bonne prestation du Rumble qui va permettre justement d'être à nouveau mise en valeur. Et en plus, bon bah il faut plutôt une heal, hein, je pense, parce que c'est vrai que à part Stratton, on a que des faces, donc je pense qu'il faudrait plutôt une heal. Donc si on doit dessiner un peu le portrait, brosser le portrait de la participante qui va intervenir, la dernière. J'irais plutôt une heal, plutôt du côté de Raw. Donc Chelsea Green, ce serait étonnant, ce serait couillu. J'y crois pas des masses. Piper Niven, j'aimerais bien, je trouverais ça pas mal, mais j'aurais quand même envie de. Alors elle est pas heal, mais elle est pas heal, j'avoue. Mais Indy Hartwell, ça pourrait être pas mal. Histoire à nouveau de faire plaisir au peuple australien, parce que finalement à part Ripley il n'y a pas d'autre catcheur ou catcheuse qui va combattre en Australie. Waller ne sera là que pour faire un segment, à moins qu'il ne catch dans un match impromptu, sait-on jamais. Mais voilà, je me dis que ça peut être un bon cadeau pour Atwell, qui évidemment a fait part de cette volonté de participer. J'ai pu le voir dans un segment à Raw Talk. Candice LeRae, évidemment, bon, bah, évidemment, elle avait envie de le faire aussi. Hein, elle disait bon bah voilà, nous deux c'est la famille, quoi. C'est même pas de l'amitié, c'est de la famille. Mais voilà, je t'aime bien, mais bon, moi aussi j'aimerais participer, quoi. Voilà, j'aimerais aussi être aller en Australie. Bref, voilà, ça va tourner. Je pense, moi je dirais que ça va se jouer entre Piper Niven et Hartwell. Voilà, je peux peut-être me tromper. Peut-être plus Piper Niven si on veut ajouter une huile, parce que c'est vrai que là il y a trop de face. Il y a trop de face. C'est vrai que ça paraît bizarre. Donc j'irais plutôt du côté d'une huile. Il peut y avoir une surprise, hein, on sait jamais. Hein. Peut-être une fille de NXT, on sait jamais. Hein. De toute façon, s'ils veulent faire une bataille royale, c'est qu'il va falloir quand même mettre un bon petit paquet de filles, quoi. Quand même. Hein. Et puis une fille quand même qui apporte quelques garanties in ring, quoi. Parce que qui a de l'expérience. Et qui pourrait apporter voilà toute son expérience et pour mettre en avant les autres.
et dont une défaite ne serait pas rédhibitoire, on va dire. Donc voilà, faut trouver le bon profil. Il y a de quoi faire. Maintenant, voilà, faut bien choisir, tout simplement. Le match peut être bon. Le match peut être bon. Je dirais, de bons éléments. Liv Morgan est là à juste titre parce qu'effectivement, elle s'était fait attaquer par Ripley, donc elle revient revancharde, elle a envie de l'affronter, donc ça a du sens. Mais elle ne gagnera pas, évidemment. Je pense que on peut même avoir un match histoire même de qu'elle finisse son truc. Encore une qui doit finir son histoire. Pour que Morgan finisse son histoire avec Ripley, ça peut tout à fait être le genre de match qu'on pourrait avoir à Raw dans la Road to WrestleMania. Voilà, on fait ça à Raw. Et voilà, et puis tu lui mets Becky Lynch par exemple après dans un post-match. Mais voilà, Morgan elle pourra avoir son shot ou son match contre Ripley plus tard. Voilà, même pas forcément pour le titre, hein. Au moins qu'elle règle qu'elle règle ses comptes avec Ripley. Naomi, bon, elle est là un peu pour le Star Power. Bon, avec les TNA, elle a pris un peu de Star Power, c'est bien pour elle. Donc voilà, bon, elle est là pour faire le job, quoi. Voilà, elle va apporter aussi quelques manœuvres, ça peut être aussi pas mal. Elle est aussi athlétique, elle peut faire des bonnes choses. Elle peut avoir un bon petit duel avec Stratton, hein, ça peut être aussi sympathique. Je dirais pas non. Elle est aussi signée du côté de SmackDown d'ailleurs. Donc je verrais bien un petit duel avec Stratton assez sympathique qui pourrait aussi faire l'objet d'une feud d'ailleurs dans les semaines à venir. Donc Stratton, je l'ai dit, donc c'est la partie plus voltigeuse. Et je pense qu'elle est là pour impressionner et montrer voilà ses qualités tout simplement. Et puis donc il y a cette fille mystère qui j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, ne sera pas celle qui gagnera le match. Voilà, elle fera le taf, mais elle sera pas un danger. Et évidemment, les deux grandes favorites, c'est Belair et Becky, parce que les deux, on a protégé l'affaire pour affronter Ripley. Les deux n'ont toujours pas eu ce fameux match dans le main roster, en tout cas, on attend toujours. Il y a eu du teasing des deux côtés, hein, pour les deux, il y a eu des teasings. Hein. Il y a eu des petites choses. Un très bon duel final hein, entre Belair et Ripley au Royal Rumble 2021, ça on s'en souvient, les deux, il y avait une super alchimie et à l'époque déjà j'avais envie de voir un match entre les deux quoi. Et puis bon en ce qui concerne Becky, voilà, ils ont tellement, mais alors tellement rendu les choses évidentes, ils ont tellement planté de graines que là on en est même rendu à se dire mais à quoi sert ce match en fait? À quoi sert ce Chamber match? Puisque tout est déjà joué en fait. Les dés sont jetés en fait. C'est Becky qui va gagner et puis voilà qui va aller chercher Ripley à Mania quoi. Même dans leur conf de presse là qu'ils ont faite là, elle s'est pointée aussi quoi face à Rhea Becky donc tout est déjà prêt pour que ce soit ce duel là. Donc faites-le. De toute façon, le public, il attend ça. C'est une affiche hyper bankable pour Mania 40. Ça fera largement l'affaire. Et c'est une affiche qui fait vendre. Donc faites-le. Faites Becky Rhea, quoi. C'est tellement obvious qu'on peut se dire, en fait, c'est trop obvious et puis on va se faire avoir. Et c'est peut-être même la participante mystère qui va aller arracher l'affaire, quoi. Non mais arrêtez quoi, arrêtez. Vous nous l'avez trop buildé et parfois quand c'est trop obvious, c'est ce qui arrive quoi. Il n'y a pas de twist. Quand c'est obvious et puis voilà, on n'est pas forcé de nous faire un twist. Donc faites gagner Becky quoi, c'est ce qu'on attend. Et ce serait même débile. Qu'elle ne gagne pas en fait. À ce moment-là, votre build-up il sert à rien en fait, votre plantage de graines il sert à rien. Donc faites-le ce match. Voilà et puis ça donne envie quoi ce Becky Ripley. C'est la seule Becky en plus qui puisse à l'heure actuelle inquiéter Rhea à Mania donc on en reparlera de ce match. Hein. J'espère qu'on en reparlera en tout cas pour Mania. Voilà en tout cas le match peut être bon. Il y aura de belles interactions. Belair, Becky. Ça va se raconter, ça peut même être les deux qui pourraient commencer le match. Hein. Ça pourrait être un super lancement hein, entre Becky et Bianca. Voilà. Quid de Cargill, on verra. Hein, s'ils veulent aller vers un Cargill Belair,
Est-ce que Cargill ne va pas intervenir? Est-ce qu'elle va pas faire quelque chose? Bon, ça me semble un peu prématuré parce qu'il n'y a pas eu d'interaction entre Cargill et Belair depuis le Rumble. Et encore, il n'y avait rien eu de physique. Elle s'était un peu confrontée, on va dire, pour savoir soulever chacune une fille et se dire moi je suis plus forte, regarde, je suis forte moi, hein, pour s'impressionner. Et il n'y a rien eu d'autre. Pour l'instant, c'est resté cordial. Donc il n'y a pas de raison que Cargill intervienne, fasse perdre Bianca, un peu comme Logan Paul avait fait avec Seth Rollins l'année dernière. Non, 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 il faut quand même builder ça avant. Attendez après le Chamber, voilà. Attendez après le Chamber si il faut que Belair affronte Cargill à Mania. Voilà. Voilà, bon bah, victoire pour moi de Becky Lynch, ça là, ne fait aucun doute. Et on va enfin terminer avec probablement le main event, à savoir le Royal Rumble masculin, qui pour le coup est complet. Bah, là encore, le Star Power, bah il en manque pas. Hein, il en manque pas, ça c'est clair et net, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Randy Orton, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Kevin Owens, Logan Paul et les Knights. Ouais, franchement, on est pas mal hein, de ce point de vue-là. Le plateau, il a de la gueule. Les matchs de qualif, peu de surprises. Si ce n'est, enfin ça c'est mon avis personnel, je me suis fait quand même avoir sur le résultat entre Bobby Lashley et Bronson Reed, où bah, encore une fois, avec la perspective de l'Australie, je voyais Bronson Reed avoir son match en Australie, et je voyais en plus, vu la feud actuelle, le Final Testament intervenir pour faire perdre Lashley, ce qui l'aurait en plus protégé dans la défaite. Donc pour moi, ça s'écrivait comme ça, et je suis surpris, j'ai été très surpris que Bronson Reed se qualifie, et en plus d'une façon clean, hein. Il n'y a rien eu à dire, hein. Spear et puis terminé quoi. J'étais un peu surpris de ce résultat. Bronson Reed semblait remonter en puissance petit à petit, et là il se prend une défaite cuisante et nette et sans bavure, et clean donc par Lashley. J'étais un peu déçu par ce résultat. J'avoue que j'étais étonné, je pensais que Reed allait avoir sa chance, hein. Il avait déjà participé d'ailleurs au Chamber l'année dernière, il avait plutôt bien figuré. Donc voilà, c'est le seul résultat qui m'a plutôt surpris. Le reste, il n'y a pas de surprise, hein. Les éliminations étaient quand même assez attendues pour avoir donc la composition donc qu'on a actuellement à l'écran. Voilà, le Star Power il est là. Ce qu'on note tout de suite, hein, ce qui saute aux yeux, c'est quand même la présence d'un seul représentant d'Euro, à savoir McIntyre, alors que le match quand même, il faut le rappeler, est pour désigner le challenger de Rollins, qui est à Raw. Donc c'est quand même assez étonnant de voir 5 participants de SmackDown et seulement un du côté de Raw, donc McIntyre. Là, j'avoue que je suis quand même assez surpris en termes de répartition. Donc, qui veut peut-être dire que chez les filles, ça veut rien dire. Hein. Peut-être qu'effectivement, ça sera peut-être une fille de SmackDown qui sera la 6ème. Hein. On sait jamais. Hein. Voire de NXT. Hein. Ils peuvent nous surprendre. Mais en tout cas, voilà. Et là, pour les hommes, le déséquilibre est quand même assez net. Assez net, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que l'écrémage se fait assez vite dans la composition par rapport au pronostic. On peut noter tout de suite que Kevin Owens et Logan Paul seront dans le match. Donc les deux sont en feud. Les deux ont eu une fin pas clean au Rumble avec donc Kevin Owens qui avait pris le point américain, qui avait frappé Logan Paul avec. L'arbitre l'avait vu, du coup il a arrêté son compte juste avant. Et avant le compte de 3, et ça a provoqué la disqualification de Kevin Owens. Donc il y a de l'unfinished business, et je pense qu'on est quand même encore en train de nous builder un match revanche à Mania. Voilà. Autant j'y ai cru pendant longtemps que LA Knight pourrait être celui qui allait détrôner Logan Paul à Mania, autant là maintenant j'y crois plus, et je pense qu'ils vont vraiment aller jusqu'à Mania avec Kevin Owens, vu comment le match du Rumble s'est fini, et puis vu que ce n'est toujours pas fini entre eux, et que les deux en plus sont dans le match du Chamber. Donc ce que je pourrais trouver intelligent, ce serait de voir Kevin Owens éliminer Logan Paul dans ce match, ce qui permettrait justement de crédibiliser un rematch justement pour Owens à Mania. Je t'ai fait le pin, je t'ai éliminé, donc j'ai le droit à un rematch. Voilà, je suis fait disqualifier codement. Je me suis fait avoir comme un bleu au Rumble. J'ai pas su garder mon calme. Et je me suis fait avoir. Mais là, je t'ai éliminé du Chamber. Et donc, tu me dois un rematch à Mania.
Voilà, ça serait quelque chose qui pourrait être dit par la suite. Je pense que c'est ça qui va arriver. Donc Kevin Owens va éliminer Logan Paul. Logan Paul, bah, c'est pareil que pour Stratton. Je pense qu'il est là aussi pour faire ses spots. Il sera à la place de Montez Ford l'année dernière, quoi. Il va apporter aussi son côté spotty et son athlétisme, et je pense il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Je pense il pourrait même innover, nous sortir un spot incroyable qu'on n'a encore jamais vu dans un chamber, que ce soit du sommet d'un pod ou en s'accrochant aux chaînes, en bondissant sur ses adversaires. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire, mais s'il est dans le match, c'est qu'il va nous faire quelque chose. J'en suis persuadé. Il nous prépare un gros coup. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessure. Hein, ça serait quand même bête. Mais je, j'ai confiance en lui pour nous sortir un énorme spot. Donc Bobby Lashley, alors là pour le coup, autant j'étais étonné et déçu même qu'il n'y ait pas eu une intervention du Final Testament et pour faire gagner du coup Reed. Là franchement, si vous ne le faites pas là, ça n'arrivera jamais en fait. Faites intervenir le Final Testament. C'est maintenant ou jamais. C'est le moment de les faire intervenir et que du coup Lashley se fasse sortir dans la foulée, quoi. C'est le bon moment, ça le protégera dans l'élimination et ça buildera à nouveau le 3 contre 3 qui m'a l'air quand même bien parti pour WrestleMania, hein, le 3 contre 3, donc contre ce que j'ai appelé le street business, même si j'ai entendu parler comme nom de The Pride aussi, comme nom, mais ça n'a pas été vraiment officialisé, mais on attendra. En tout cas, je vais appeler ça le street business, et donc un match face à Karrion Kross et à AOP, donc du Final Testament. Ah, c'est un match qu'on semble bien venir pour Mania ou peut-être même à SmackDown, hein, juste avant, dans ce qu'on appelle maintenant le WrestleMania SmackDown. Ça peut être aussi un match qui aura lieu hors carte finalement, juste comme entre guillemets kick-off entre guillemets, hein, de Mania, quoi. Voilà, donc je pense qu'il va falloir builder ça. Donc élimination de Lashley par le Final Testament, je pense que c'est ça qui va arriver, quitte à faire venir aussi les Profits, hein, et pour essayer aussi de provoquer un peu le bordel, hein, comme on a pu voir au Rumble, hein. On plante les graines, encore, on build. Voilà, ça peut être aussi une idée. En plus, on va voir les Profits contre EOP la semaine prochaine, donc juste la veille du Chamber. Faut pas l'oublier aussi ça. Donc il y aura aussi ça qui va permettre aussi de builder encore les choses. Et les Knight qui est là, là il a pas grand chose à espérer non plus, hein. Il est pas du tout prévu pour affronter Rollins, bien sûr que non. Et lui il a un programme. Il a un programme avec AJ Styles. Avec AJ Styles, on l'a vu, le Fatal 4-Way de Rumble, il était. Voilà. On a vu AJ Styles quand il a fait son retour, il a attaqué les Knight. Quand on a vu le match de qualif là, McIntyre qui a éliminé Sami Zayn, qui était au commentaire, et ben c'était les Knight. Et à un moment donné, il s'approche et AJ Styles veut frapper LA Knight, ça le déconcentre et puis il se prend un Claymore et ça l'élimine. Donc en quelque sorte, bah, l'élimination, l'élimination, la défaite de AJ Styles donc dans ce match de qualif face à McIntyre, bah, il la doit à LA Knight, hein. Donc voilà, à nouveau, donc on plante des graines pour une confrontation entre LA Knight et AJ Styles. Voilà, donc j'ai fait mon deuil du match de championnat des États-Unis pour LA Knight à Mania. Là, je pense qu'on l'aura pas et qu'on va avoir un AJ Styles LA Knight qui sera qui a du star power. Hein. Ça va être plutôt, ça peut être de bonne qualité surtout grâce à AJ. Mais on verra, on en reparlera. Mais ça peut être un bon petit match. Et puis surtout si on continue de bien nous raconter les choses dans le petit drama qui se passe au sein de The aussi, où ça se tend de plus en plus entre Gallows Anderson et Mia Yim et AJ Styles. Hein. Donc si on continue à bien nous raconter cette petite histoire entre ce qui se passe au sein de The aussi et puis donc du coup sa rivalité avec LA Knight, ça peut faire un build-up sympa. Et ça peut nous hyper un petit peu et nous donner un contexte, nous donner un peu de matière en attendant le match de Mania. Donc si c'est bien raconté, moi je serais très content. Alors, en tout cas, bon, est-ce que AJ Styles va intervenir? Faut pas tout faire non plus, on va pas tout faire, on va pas faire intervenir la terre entière. Hein, voilà, bon, autant Kevin Owens, Logan Paul, bon bah ils sont déjà en feud, donc c'est bien. Ils sont au moins les deux. Très bien, voilà, ça c'est fait. Il n'y aura pas besoin de faire d'intervention extérieure. Mais bon, si on a le Final Testament déjà, ça va, on va pas faire en plus intervenir AJ Styles, quoi, ça va faire beaucoup. Donc on verra, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire intervenir AJ Styles. Il peut l'attaquer après le match, éventuellement.
Voilà. Faire un petit truc comme ça, on verra. Mais pas, je dirais, susciter, provoquer son élimination, quoi. Et puis bon, on a les deux aussi qui sont favoris, forcément, les deux gros stars. Bah, c'est comme Becky Belair. Bah, là, c'est Orton et McIntyre. Franchement, là, j'ai pas trop de suspense. Enfin, Orton, il a effectivement. Orton, il a pas de programme, hein, en fait, finalement. Il a pas vraiment d'adversaire très clair et établi pour Mania. On l'a pas trop vu là depuis qu'il a perdu ce Fatal 4-Way du Rumble. Il a pas pris le pin, bien sûr, il a été protégé. Euh, D'ailleurs, oui, bah, c'était encore une graine plantée d'ailleurs. Hein. Reigns a fait le pin sur AJ Styles et c'était aussi en partie à cause de LA Knight, même si c'était involontaire. Encore une graine plantée. Bref, en tout cas, ce Fatal 4-Way, il ne l'a pas gagné, Orton. On a protégé hein, cette affiche entre Reigns et Orton. On ne sait pas si elle aura lieu finalement, hein, vu comment les choses s'annoncent. Ou alors pas avant bien longtemps. Mais il a rien d'établi quoi. Dans ma carte prédictive de Mania que j'avais faite, j'avais mis un match entre Solo Sikoa et Orton. S'ils veulent rester dans la logique d'un Orton qui veut toujours, qui en a toujours après la Bloodline, pourquoi pas? Ça peut encore se raconter. Il y a encore un mois et demi de build-up. Ils peuvent encore faire ça. Orton va revenir de toute façon. On verra de façon plus claire sa route et vers quoi il se dirige. Ça peut être toujours la Bloodline et peut-être effectivement peut-être un Sikoa, même si je trouve qu'il a pas été là, il a été moins mis en valeur. Je trouve qu'il là, il s'est fait même one shot, enfin par Orton. Il est un peu moins dominant Sikoa quand même, je trouve là. Je serais moins investi dans un Orton Sikoa là, parce qu'il est pas, il est moins, j'irais moins, il paraît moins invincible là dernièrement Sikoa. Donc c'est un peu lui qui sert de paillasson à chaque fois qu'il faut affronter Reigns juste avant. Donc voilà, à chaque fois qu'il faut affronter Reigns, bah, le challenger il bat Sikoa la veille à SmackDown quoi. En gros c'est ça quoi. Donc ouais, donc enfin Orton il végète et puis c'est pas son histoire quoi. Rollins Orton, alors ils se connaissent, hein. Bien sûr ils ont déjà affronté plusieurs fois, mais c'est pas son histoire. Enfin puis ils sont deux babyface. Voilà, je suis pas investi dans un match entre deux babyface pour Mania. Non, c'est pas trop l'histoire. Honnêtement, bah, y a pas trop de suspense. Pour moi, c'est McIntyre qui va s'imposer en fait, parce que il a l'avantage d'être, alors peut-être pas full heel, mais on va dire plutôt twinner, à tendance heel, un personnage qui a qui a un peu de relief, qui a pris du relief, qui est plutôt intéressant, je trouve, qui a gagné, je dirais, en cynisme. Notamment avec Voldemort, hein, avec cette blessure, avec ce t-shirt, avec la pierre tombale autour de l'absence de Voldemort à Mania. Voilà, il y a ce côté-là. Et comme il va affronter Cody Rhodes Cesaro, bah pareil, il dit à Cody, non mais franchement, fais pas cette connerie, n'affronte pas Haro là. En fait, parce que tu vas te blesser, c'est pas le moment, en fait, tu as un match important, j'espère que tu vas le gagner, hein, à Mania, mais si tu m'affrontes à Raw, bon ben voilà, tu pourras pas aller à Mania, donc je te conseille pas de m'affronter. Voilà, il a ce côté un petit peu, voilà, un peu provoque, un peu cynique comme ça, qui est pas inintéressant, je trouve, l'évolution de McIntyre est plutôt intéressante, je trouve que c'est bien. Ça donne du relief, ça donne de la personnalité, et c'est bien de faire ça. Ça change un petit peu aussi du gros babyface qu'était McIntyre pendant 3 ans là. Et là, bon, ben maintenant, voilà, il fait le con quoi, il fait le connard. Comme on est en train de le faire par exemple Adam Page du côté de la AEW, voilà, ça sort un peu de son personnage gros babyface. Là, il fait un peu le connard. C'est un peu pareil, je trouve. Je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire entre Adam Page et McIntyre. C'est le seul qui me semble construit pour affronter Rollins quoi. Et puis il y a eu ce match, il y a eu plusieurs tentatives, hein, vaines d'ailleurs de la part de McIntyre pour essayer de battre Rollins, il n'y est pas arrivé. Un très bon match à Crown Jewel notamment, qui était vraiment un bon souvenir pour moi. Les deux ont une bonne alchimie, ils se connaissent bien, donc à nouveau un match entre McIntyre et Rollins, ce sera parfait pour moi, hein, ça me gênera pas du tout. Le match n'a pas été protégé pour le coup, hein, il a eu lieu il y a pas longtemps et plusieurs fois, mais donc c'est pas trop le format Mania on va dire. C'est pas le match inédit ou le match qu'on a vu sans, c'est pas le match qui a été protégé, voilà. Là il est pas protégé effectivement, mais ça se raconte, il est logique. Il y a la possibilité bien sûr d'un cash-in de Priest.
Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver autour d'un match entre McIntyre et Rollins. Damien Priest, évidemment, il a aussi une histoire avec McIntyre. Hein, on l'a vu aussi au War Games. Enfin, il y a des petites choses. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se raconter. Dans l'hypothèse où McIntyre prend le titre, Priest arrive derrière. Attention, parce que quand même, il y a eu beaucoup d'interactions avec McIntyre et Priest, où McIntyre a fait voler la mallette, il a empêché les cash-in de se faire, où c'était tendu aussi lors du War Games. Bref, il y a déjà des graines plantées entre Priest et McIntyre. Donc là aussi, on en reparlera lors du pronostic de Mania, mais si ce match a lieu entre Rollins et McIntyre, donc il y a plein de choses autour aussi du cash-in potentiel de Priest. À plus avec R-Truth, qui j'ai l'impression il force tellement avec Truth que je me demande s'il va pas servir, parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose Truth là, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt à part faire des segments comédie. Je pense qu'il va avoir son rôle à jouer soit pour faire perdre, faire foirer le cash-in, soit pour le faire réussir. Ça ce serait drôle qu'il fasse réussir le cash-in de Priest de façon pas vraiment prévue, ou malgré lui. Si c'est bien réalisé, ça peut être un gros coup de génie, original, pourquoi pas, même si à la longue ça me saoule un petit peu le forcing autour de Truth et du Judgment Day, bon, ça c'est autre chose, et en dépit du fait qu'il soit assez fun et assez drôle, mais ce forcing, je trouve qu'il est un peu, voilà, il est long, mais j'espère qu'il va servir à quelque chose, quoi, surtout, et qu'il y ait un payoff, et que ce soit autour du cash-in de Priest, quoi, on verra bien. Bref, pour moi, McIntyre va gagner, c'est le seul qui soit construit pour aller affronter Rollins, et puis c'est surtout le seul représentant d'Oro, quoi. Alors, je veux bien qu'on puisse faire des crossovers, hein. Enfin, voilà, Cody, par exemple, il est à Raw, bon, bah, il va aller chercher Reigns, qui est à SmackDown. Certes, mais quand tu vois le plateau, je ne vois pas qui pourrait affronter Rollins, hormis McIntyre. Orton, c'est pas son histoire. Il a peut-être pas de programme, mais c'est pas son histoire. Il a jamais parlé d'affronter Rollins. Ça n'a jamais été dans ses objectifs. Il a le finish business avec la Bloodline. Donc qu'il aille chercher Sikoa s'il veut, ou je sais pas comment ça va se passer, mais je le vois pas aller chercher Rollins, quoi. Donc et puis il est babyface aussi, donc voilà, non, il faut plutôt un heel pour affronter Rollins, quoi. Donc là, vu l'attitude de McIntyre, ça sera très bien comme ça. Et puis ça lui permettra d'avoir peut-être son moment enfin de prendre un titre devant le public, chose qu'il n'a toujours pas réalisé. McIntyre, mine de rien. Donc ce sera parfait comme ça. Donc pour moi, victoire de McIntyre, le match sera bon. Il y a du star power, il y a des qualités athlétiques, il y a de la force, il y a du storytelling en perspective, avec le Final Testament qui peut intervenir, AJ Styles peut-être aussi, Kevin Owens et Logan Paul forcément vont beaucoup se foutre sur la gueule. Ça peut être aussi d'ailleurs le match de lancement. Les deux qui vont peut-être commencer le match. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Il y a de quoi faire un bon storytelling. Et il y aura forcément des bons spots, quoi, des bonnes choses. Kevin Owens et Logan Paul seront là, je pense, pour nous faire les spots, quoi. Et les autres, ils vont plus jouer du côté force pure, et sinon jouer avec le public, comme Orton ou LA Knight peuvent faire. Les deux sont très over. Et voilà, quoi. Donc voilà, un bon cocktail, un bon plateau, et ça devrait faire un bon main event. Mais pour moi, victoire de McIntyre. Voilà, donc j'arrête là pour les pronostics du Chamber, et on va clôturer cette vidéo comme d'habitude par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés dans le mois écoulé. Donc une sélection qui n'a pas été des plus difficiles, je trouve. Alors j'ai pas tout vu, hein, comme d'habitude, hein, c'est les matchs que j'ai pu voir. Alors ça tourne beaucoup autour d'une compagnie, hein, vous verrez, mais c'est le hasard. C'est parce que les matchs étaient de qualité, donc ça s'est fait comme ça. Et donc je vais commencer tout de suite par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit du clan Chaos pour affronter le clan TMDK, le clan Chaos représenté par Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, et donc en plus Hiroshi Tanahashi, le champion télé, pour affronter donc TMDK, Kozei Fujita, Mikey Nichols et Shane Haste, hein, l'ancien Slapjack. C'était dans le show New Japan Road to the New Beginning 2024. C'était la troisième journée, et c'était le 24 janvier, et j'ai noté ce match 4 étoiles écart. Donc c'est un match qui comptait pour les titres Never Openweight Six-Man Tag Team Titles détenus par Chaos. Un match hautement symbolique, hein, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que du tout dernier match d'Okada,
non pas à la New Japan, pour cela il faudra attendre les 23 et 24 février à Sapporo, mais c'est dans la mythique salle du Korakuen Hall, dont j'ai déjà souvent parlé dans mes top 5, son dernier match au Korakuen, et ce sera, quoi qu'il arrive, la dernière défense de titre d'Okada, puisque c'est-à-dire que soit TMDK prenait les titres, soit Chaos les conserve, mais Okada rendra alors son titre vacant et Chaos vont devoir alors se trouver un autre partenaire, si cela arrive. TMDK était donc fermement décidé à faire mordre la poussière à Okada une dernière fois après avoir déjà réussi à s'imposer dans le main event de New Year's Dash début janvier en battant le BCC et la paire constituée d'Ishii et justement Okada. Le jeune Kosei Fujita, 21 ans seulement, prendra cher en début de match, archi dominé par les champions pendant de longues minutes. Le Boston Crab qu'il subira par Ishii est particulièrement impressionnant, tellement il semble douloureux pour Fujita. Le hot tag de Haste, l'ex Slapjack comme je disais, fera du bien à TMDK. Le match devient alors plus fou, le tout sous des chants Okada très réguliers durant le match. Okada est méga over et c'est normal. On voit souvent plusieurs hommes dans le ring, ça monte en intensité et on finit le match sur une longue séquence entre le jeune Fujita et Okada, histoire de finir le match comme on l'a commencé, mais avec un Fujita qui, entre-temps, s'est bien enhardi, au point même de porter quelques coups de pied désinvoltes en retour de ceux donnés par Okada un peu plus tôt dans le match. La mise en avant de Fujita est juste parfaite, un peu comme un passage de témoin entre un futur partant et l'un de ceux qui incarnent l'avenir de la compagnie. Le Rainmaker sera bien évidemment porté pour la dernière fois dans le Korakuen Hall. Je ne dirai pas si c'est pour la victoire ou non, mais en tout cas, ce fut un très bon six-man match, bien construit et avec une atmosphère forcément très particulière. Et le public l'a bien senti aussi en réservant un accueil très chaleureux à Okada, qui saluera chacun de ses adversaires après le match et enchaînera avec une promo pleine d'émotions, au point même de craquer au bout de quelques secondes, une image rare de sa part. La fin d'une ère, tout simplement, et on n'est pas prêt d'oublier tout ce qu'Okada aura apporté à la New Japan. Nous attendrons donc avec impatience sa future destination, en tout cas, qui risque très fortement d'être la EW d'après les rumeurs. Pour la qualité du match, l'ambiance, le post-match et l'atmosphère spéciale qui s'en dégage, je ne peux donc que recommander ce match auquel j'ai donc donné la très bonne note de 4 étoiles et quart. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Gabe Kidd contre Enare. C'était à New Japan Road to the New Beginning, jour 6. C'était le 4 février. J'ai donné la note de 4,5. Et nous étions à nouveau au Korakuen Hall pour ce combat assez attendu, puisque nous étions en pleine rivalité entre The United Empire, le clan de Will Ospreay, et le Bullet Club War Dogs, le clan de David Finlay. En effet, les deux clans se sont affrontés par la suite, le 11 février à New Beginning in Osaka pour le tout dernier match d'Ospreay à la New Japan, dans un Steel Cage match avec les règles du War Games qui étaient appliquées, appelées ici les War Dogs Rules pour l'occasion. Ce Gabe Kidd contre Enare servait donc de mise en bouche en attendant cette guerre de clans. Et quand on connaît un peu ces deux catcheurs, on sait que ça va pas se compter fleurette, et en effet ça se rentre sur la gueule avant même que la cloche ne sonne. Enare saignera même à la bouche au bout d'une minute de combat, ça ira ensuite dans le public, histoire d'impressionner le public, avec un joli saut de Kidd depuis le sommet d'un escalier directement sur Enare, qui le cueillera d'une belle droite à la mâchoire. Une fois revenu dans le ring, ça repart de plus belle. Les atémis pleuvent côté Kidd, et tout comme les coups de pied percutant la poitrine côté Enare. Ce n'est même pas un match d'ailleurs, mais un règlement de compte auquel on assiste. L'intensité est folle, et l'on ressent assez aisément la haine de chaque côté sur notre écran. Kidd se moquera également de Shibata, son propre entraîneur du LA Dojo, et même du légendaire Antonio Inoki, en déclarant au micro en plein match qu'il dirige New Japan, carrément. La fin de match est assez originale et permet aussi d'en laisser pour plus tard, en particulier donc le Steel Cage match en question. 4 étoiles et demie pour ce superbe bourre-pif hautement recommandable entre deux bagarreurs de rue qu'on ne se lasse pas de regarder s'étriper, et une parfaite mise en bouche donc avant le Steel Cage match du 11 février. On passe maintenant au match suivant, le numéro 3 du classement. Il s'agit d'Adam Page contre Swerve Strickland. C'était à Dynamite le 7 février. 4 étoiles et demie pour la note. C'est donc la troisième fois que ces deux-là s'affrontaient, après deux gros matchs réalisés à Wrestle Dream et à Full Gear, que j'avais d'ailleurs tous les deux fait figurer dans mes précédents top 5. Eh bien, la passe de 3 est donc réalisée ici. Les deux hommes sont sur une pente ascendante et visent tous les deux le titre suprême de Samoa Joe à Révolution. Swerve avait gagné les deux matchs précédents, mais Page n'en démord pas et dit que ça a pris à chaque fois toute la Mogul Embassy pour le battre,
et que Swerve est incapable de le battre en 1 contre 1 en combat singulier. Swerve est alors piqué au vif et décide de faire un 3e match à Dynamite. Le vainqueur ira alors affronter Samoa Joe à Révolution. Swerve demandera même à Prince Nana qu'il n'y ait pas d'interférence, histoire de prouver que Page ne peut pas le battre. Ce match a ouvert Dynamite, et ils ont bien fait, car le public était forcément très chaud à ce moment-là, et Swerve est de plus en plus over, avec cette sensation que petit à petit, un double turn était en train d'opérer, avec un Adam Page un peu comme je le disais tout à l'heure, en mode McIntyre, assez perdu actuellement, depuis qu'il a perdu le titre suprême, et avec le désir farouche de le récupérer, mais sa frustration de ne pas arriver à battre Swerve les 2 fois précédentes l'a rendu de plus en plus aigri, et ça a très bien transparu dans ce match très intense et bien construit, où la haine entre les 2 hommes est parfaitement retranscrite. Le catch est propre et de très bonne qualité, certains spots sont spectaculaires, comme le Deadeye de Page porté cette fois-ci par Swerve, mais directement sur une table, ou bien ce même Deadeye porté par Page cette fois-ci sur l'éperon du ring. Les Buckshot Lariats seront aussi au rendez-vous, et également offerts par les 2 hommes. Prince Nana ne sera pas intervenu, comme Swerve le lui a demandé, mais ces faces-ci auront provoqué le courroux de Page, qui n'hésitera pas à lui donner un coup de chaise, ce qui prouve une nouvelle fois que ce n'est plus le même Page que l'on voit ces derniers temps. Les Near Falls frissons sont peu nombreux, mais juste assez bien dosés pour y croire à chaque fois. L'intensité est progressive jusqu'à ce JML Driver en fin de match porté par Swerve. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ce qui se passera ensuite. Le scénario qui s'en suivra en tout cas a eu le mérite de me prendre par surprise, et j'étais même rassuré, car c'était à mon sens le meilleur des bookings à faire au vu du build-up qui a conduit à ce match. 4 étoiles et demie pour cet excellent match offert par ces 2 hommes. Pas le meilleur des 3, mais cela reste encore un match à voir, confirmant une fois de plus que cette rivalité était l'une des meilleures à AEW en 2023, si ce n'est la meilleure. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de The United Empire contre le Bullet Club War Dogs, le fameux Steel Cage match dont je parlais, donc à New Japan, New Beginning in Osaka, le 11 février, 4 étoiles 75 pour la note. C'était donc le tout dernier match de Will Ospreay en tant que catcheur de la New Japan, avant de rejoindre l'AEW, et il n'est pas prêt d'oublier ce dernier match, d'autant plus que cela faisait 20 ans qu'on n'avait pas revu un Steel Cage match à la New Japan. Les règles sont donc les mêmes que pour un Wargames traditionnel, à la différence qu'il n'y a qu'un seul ring ici et que la cage est bien moins haute. Ospreay et Finlay, les 2 leaders, ont ouvert le match, histoire de bien entrer dans le bain, les War Dogs ayant pour précision l'avantage numérique, il faut le rappeler. Les autres matchs dans le match auront bien été reproduits ici, à savoir NRA contre Gabe Kidd, dont je parlais tout à l'heure, Coughlin contre Jeff Cobb, et Catch 2-2, TJP et Akira, contre Connors et Moloney. Les armes auront été amenées par centaines, par les War Dogs. Le sang aura bien sûr été aussi de la partie, et on a véritablement la sensation d'avoir assisté à une guerre de clans, comme on aimerait d'ailleurs en voir plus souvent lors de chaque édition des Wargames du côté de la VVE. Ce n'est même pas vraiment un match, d'ailleurs ce qu'on vient de voir là, c'est un véritable carnage auquel on assiste. Il y a des cadavres partout, les corps sont meurtris, le sang et la sueur ont coulé et le drama monte progressivement à mesure que les plans des War Dogs se dévoilent. Le match est en effet hyper bien raconté, en dehors de la partie purement baston à proprement parler, et c'est aussi ça qui rend ce match si palpitant à suivre. Même les hommes non prévus dans ce match auront eu leur utilité à divers moments du match. Même l'apparition plus tard de la Swang, l'alter ego du TJP, tel Demon Balor, aura été bien ficelé. Le carnage aura été tel que même le ring aura été détruit, ne laissant plus apparaître que des planches. Les heels auront bien œuvré pour avoir l'avantage numérique. Ospreay est ensanglanté et sa cause semble quasi entendue. Sa bravoure lorsqu'il ramène Akira avec lui, tel un enfant, est juste superbe. Le résultat est parfait à mon sens et le post-match est évidemment très émouvant avec un dernier discours pour Ospreay qui remercie tous les fans pour ces 8 années passées à la New Japan. Il promet cependant de revenir, même s'il ne sait pas encore quand. Alex Windsor, la compagne d'Ospreay, sera elle aussi présente à ses côtés pour ce grand moment d'émotion. La conf de presse d'après-match est aussi un très joli moment à voir, notamment la promo d'Akira que j'ai trouvé particulièrement touchante. Il n'est pas facile de noter un tel match, mais
pour l'ensemble de la proposition offerte, je pense qu'un 4 étoiles 75 est une note méritée, car j'ai été bien embarqué dans cette guerre de clans, et le storytelling était de très bonne qualité, avec cette émotion également autour du dernier match Ospreay à la New Japan, qui en faisait forcément un match particulier. Et si je n'ai pas donné 5 étoiles, c'est tout simplement parce que ce match était sans doute trop long. 64 minutes, j'ai bien dit 64 minutes, c'est tout de même colossal, et je pense qu'on pouvait facilement rogner 20 minutes. Là c'est le gros problème de ce match à mon sens. La partie overbookée avec les éléments extérieurs au match n'était pas non plus des mieux exécutés, mais au final cela reste une critique marginale et ce match restera tout de même dans les mémoires. La New Japan continuant ici l'américanisation de son produit de manière de plus en plus évidente. Bref, merci à tous ces hommes pour ce carnage. Je vous recommande chaudement ce match si vous aimez ce genre de baston à couteau tiré. Et merci surtout à Will Ospreay pour ses 8 années grandioses du côté de la New Japan qui l'auront fait considérablement grandir en tant que catcheur mais aussi en tant qu'homme. On va terminer ce morceau catch avec le numéro 1, le match que j'ai préféré lors de ce dernier mois. Il s'agit de Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. C'était également à New Japan New Beginning in Osaka le 11 février. La note 5 étoiles, la note parfaite. C'était donc le match qui précédait justement le Steel Cage match dont je viens de parler, et bien entendu la revanche du fameux match de Wrestle Dream que Danielson avait gagné et dont j'avais déjà parlé dans un précédent top 5 en lui donnant un très beau 4 étoiles 75. Il était donc difficile de pouvoir faire mieux. Et pourtant, ils l'auront bel et bien fait dans cette véritable masterclass de catch. Il n'y a pas d'autre mot, très franchement. On a deux hommes au style très similaire, avec souvent l'impression même de voir deux frères jumeaux l'un face à l'autre. Les soumissions vont bien évidemment pleuvoir, que ce soit aux jambes ou bien aux bras de son adversaire. On se jauge en début de match, personne n'arrive à prendre l'ascendant, jusqu'à ce petit incident avec Zack Sabre Jr. qui va heurter la corde avec sa jambe, ce qui le fera boitiller à ce moment-là. Mais tout cela a été heureusement un work, car Danielson capitalisera dans la foulée avec un travail magistral à la jambe gauche meurtrie de Zack Sabre Jr. pratiquement jusqu'à la fin du match. Danielson va donc avoir un ascendant psychologique dans ce match, et Zack Sabre Jr. est diminué, donnant parfois l'impression qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout, mais il résistera tout de même au courage face à un Danielson impitoyable qui ne manquera pas non plus de provoquer les yes chants du public japonais. Les prises et les contre-prises vont s'enchaîner ensuite, parfois à une vitesse folle. On sent bien que chacun connaît parfaitement son adversaire et comment le contrer, et que ce match se jouera sur de menus détails. Une belle séquence verra aussi les deux hommes, les jambes enchevêtrées et face à face. Zack Sabre Jr. giflant Danielson et Danielson lui crachant dessus à deux reprises. On n'est pas ici dans un match à multiples near falls, les soumissions étant bien plus légion ici. C'est toujours particulier de voir un match entre ces deux-là, mais quand c'est aussi bien exécuté et raconté, on ne peut pas bouder notre plaisir, tellement c'est beau à regarder, et même prenant d'un point de vue émotionnel. La fin de match, c'est en effet joué sur pas grand-chose, et le post-match verra un joli moment de fair play de la part du perdant envers le vainqueur. Un perdant qui proposera d'ailleurs un match 3 dans un best 2 out of 3 falls dans une compagnie neutre, à savoir ni la UW ni la New Japan. Avis aux amateurs donc. Ce match aura donc été mon tout premier 5 étoiles de 2024 et sera bien évidemment un candidat très sérieux au titre de Match of the Year. Il faut absolument voir ce match qui est juste une pure merveille. Tout est réalisé à la perfection. Et franchement, à l'image de Bret Hart, ce match, c'est l'excellence de l'exécution à l'état pur. Voilà pour ce Monceau Catch numéro 26. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite déjà de passer une bonne semaine et surtout un bon Chamber match, un bon Elimination Chamber. Donc l'horaire va être spécial, donc c'est à 11h du matin, heure française. Attention, 11h du matin, heure française, 10h normalement pour le kick-off. L'horaire personnellement ne m'arrange pas des masses, parce que d'habitude je suis en train de regarder les weekly, de les rattraper à cette heure-là. Donc je suis même pas sûr de regarder le show en direct. Chose qui est rare de ma part lorsqu'il s'agit d'un pay-per-view au VVE, mais bon, on verra, je vais essayer de m'arranger pour pouvoir le voir en direct. En tout cas, comme je l'indique dans ma vignette, normalement la review, elle aura lieu le 25, donc dans une semaine, le lendemain, donc la review du Chamber. On va voir s'il y a des surprises ou pas. Le segment Grayson Waller Effect, est-ce qu'il va apporter quelque chose? On verra. Quelle sera la 6e participante aussi? Il y aura quand même 2-3 petites choses qu'il va falloir voir, et on va savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va être surpris ou non. J'en suis pas sûr, personnellement. Bref, passez une très bonne semaine. On se retrouve donc dans une semaine pour la review complète de l'Elimination Chamber Perth. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu,
n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo!